Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette troisième vidéo de la classe inversée. Donc la dernière partie de notre cours sur le XVIe siècle, avec cette question, est-ce que ce XVIe siècle voit la mise en place d'une première mondialisation? Donc par mondialisation, en fait, on entend la mise en relation de différents lieux dans le monde, notamment par un phénomène d'échanges commerciaux de produits. Et donc, nous allons voir cela notamment à travers cette carte. Donc cette carte représente les empires coloniaux du XVIe siècle dont on a parlé, donc notamment l'empire espagnol que l'on trouve au Mexique et ensuite donc en Amérique centrale et en Amérique du Sud, ainsi que le Portugal qui lui va plutôt s'établir en Afrique, au Mozambique, en Angola, sur les différentes côtes africaines et aussi en Asie, en créant notamment différents ports commerciaux, différents comptoirs où l'on échange des produits comme Macao ou Malacca, qui se trouve juste ici. Cette carte, donc, elle nous renseigne sur les empires, les principaux, l'Espagne et le Portugal, sur les routes maritimes qu'utilisent ces empires, mais surtout sur les produits. Et donc c'est ça qui est très intéressant, c'est que l'on peut voir qu'il y a une diversité de produits très importante. On va trouver notamment des métaux précieux comme de l'or et de l'argent en Amérique centrale, en Amérique du Sud, sur les côtes africaines aussi, on peut voir qu'il y a de l'or, de l'ivoire, donc des matières plutôt précieuses. On va y trouver aussi des denrées alimentaires qui sont nouvelles pour les Européens, comme le sucre, comme par exemple les épices, mais aussi d'autres matières comme le bois brésilien qui va être grandement utilisé. Enfin, on peut voir que d'autres produits, même si ça peut paraître bizarre de parler de cela comme ça, mais à l'époque c'est vu comme cela, d'autres produits sont échangés et sont rapportés. Et par cette question d'étrangeté, je veux parler bien sûr des esclaves qui sont mentionnés en Afrique, puisqu'en effet un esclave, c'est une personne qui est donc est privée de droits et qui est considérée comme un objet et qui en fait doit travailler de force pour des personnes. Donc en fait, dans l'esprit des Européens et des conquérants, un homme ou une femme réduit en esclavage, ce n'est qu'un bien matériel, comme peut l'être un meuble ou de la vaisselle, si vous voulez. En fait, on prive la personne de droit, on lui enlève toute humanité. Et donc l'esclavage, qui existait déjà à l'époque antique, hein, je le précise, on l'avait déjà vu, vous l'avez déjà dû le voir l'année dernière quand vous avez parlé de la Grèce antique ou de Rome, et bien cet esclavage va connaître un rebond, un regain, avec la découverte de nouveaux territoires et de nouveaux peuples. Des peuples qui sont, par les phénomènes de conquête, soumis par la force. Donc ce que l'on peut voir, c'est que il y a une généralisation des échanges avec les routes maritimes qui font le lien entre l'Europe et les différents territoires colonisés, et que ces différents territoires colonisés apportent de nouvelles productions, de nouveaux produits que l'Europe avait très peu en stock, voire pas du tout, comme les métaux précieux, des produits alimentaires ou des esclaves, des êtres humains qui sont utilisés pour le travail. Donc on peut dire que dans un sens, il y a une première mondialisation qui se met en place de par la densité des échanges entre les territoires colonisés et l'Europe et les productions nouvelles. Évidemment, comme je l'ai dit quand j'ai parlé des esclaves, ça se fait au détriment des populations locales. Et donc là, on peut travailler notamment sur la vision des navigateurs et des conquérants sur les populations locales. Ici, c'est un texte qui est issu des relations de voyage, un écrit de Christophe Colomb, qui date de février 1493, et qui va en fait nous livrer la vision qu'a Christophe Colomb des indigènes, des populations locales qu'il va rencontrer lors de ses voyages. Et donc en fait, c'est une lettre qu'il a écrite au roi d'Espagne. Le roi d'Espagne qui lui a donné des moyens financiers et matériels, notamment des bateaux, des caravelles, pour pouvoir faire ce voyage. Donc je le lis avec vous. Ces îles sont très belles, les gens vivent tout nus, aussi bien hommes que femmes, tels que leurs mères les ont mis au monde. Ils n'ont ni fer, ni acier, ni armes. Ils croyaient que moi et mes gens, nous venions du ciel avec nos navires. Point. Je peux assurer leurs altesses, donc les altesses, quand il dit les altesses, il parle au roi d'Espagne, que je leur donnerai autant d'or qu'il leur sera nécessaire, ainsi que des épices, du coton, également des esclaves.
Donc ce texte assez court nous donne beaucoup d'informations sur la vision qu'avaient les Européens des populations locales qu'ils rencontraient. On peut voir que la description qu'en fait Christophe Colomb est assez négative, dépréciative. Dépréciative, c'est-à-dire que on donne une vision plutôt moqueuse, négative de l'autre, puisqu'il les décrit comme des gens vivant tout nus, tels que leurs mères les ont mis au monde, comme s'il n'y avait pas eu une sorte d'évolution, si vous voulez. Il met en avant le fait qu'ils n'ont pas d'armement comme les Européens connaissent, le fer, l'acier, les armes. Il remet aussi en doute les croyances des indigènes, qui croient que, de par en fait la nouveauté que représentent les Européens, s'imaginent que ce sont des apparitions divines. Et il termine ce texte en énumérant, en citant, en faisant une liste, si vous voulez, de tous les produits qu'il compte ramener au roi d'Espagne. Donc des épices, du coton, pour le textile notamment, et enfin il termine par des esclaves. Donc on voit bien que le rapport entre les Européens et les populations découvertes sur place n'est absolument pas un rapport d'égalité, d'équité, où l'on traite autrui, on traite l'autre comme son égal. Au contraire, il y a un rapport de domination et de soumission, puisqu'il veut réduire en esclavage les populations qu'il a découvertes et en ramener au roi d'Espagne. Et donc ça va être une constante durant les phénomènes de colonisation, c'est qu'en fait les populations locales qui habitaient sur place vont être réduites en fait à l'état d'esclaves, de biens matériels, sans qu'on mette en avant leur humanité, si vous voulez. Et donc c'est un élément qui va être extrêmement repris. Je voulais terminer en vous citant un événement qui a eu vraiment lieu, qui s'appelle la controverse de Valladolid, qui a eu lieu justement au XVIe siècle, entre deux religieux, Bartolomé de las Casas et Sepúlveda. En fait, c'est un débat qui a eu lieu dans la ville espagnole de Valladolid entre donc, Las Casas et Sepúlveda. Et en fait, il y a eu un débat entre ces deux hommes sur la question de savoir est-ce que les Indiens découverts en Amérique ont une âme, est-ce qu'ils sont nos semblables ou pas. Bartolomé de las Casas rétorque que oui. Selon lui, les arguments qu'il donne, c'est que oui, les Indiens sont comme nous, Européens, et qu'il faut les traiter de la même façon. Et que la façon dont les premiers conquistadors ont traité les Indiens et les autres populations est inadmissible en fait. Sepúlveda, lui, donne tous les arguments inverses, contraires, en disant que les Indiens n'ont pas d'âme, qu'il faut les christianiser, c'est-à-dire leur apporter la religion chrétienne de force, et gommer toute la culture qui existait auparavant, et que dans la mesure du possible, il faut les réduire en esclavage. Donc voilà, je voulais terminer par cet événement qui est assez connu, qui a fait l'objet notamment de livres bien plus tard et même d'adaptations au cinéma. On reparlera de cette controverse en classe, avec un extrait. C'était juste voilà, pour terminer sur une ouverture un peu plus culturelle, et pour vous dire, pour vous donner un peu la vision qu'avaient certains Européens des populations rencontrées. Merci de m'avoir écouté, et nous reprendrons ça donc au retour des vacances. Bonne fin de vacances.